Déjà, merci d'être là aujourd'hui. Pour commencer, je m'appelle Romain. Moi, j'ai un parcours un peu particulier, parce qu'avant d'entrer à Strat, en fait, oula, mince, petit souci. Avant de rentrer à Strat, j'ai fait une école de commerce. Donc, en fait, j'ai intégré Neoma Business School en sortant du bac. Et donc, j'ai intégré un programme de double diplôme avec Northeastern University qui est à Boston. Donc, j'ai passé 2 ans en France et 2 ans à l'étranger, où j'ai fait 6 mois de stage dans chacun des 2 pays. Donc, j'ai fait mon premier stage chez Toshiba en tant que assistant marketing, et mon deuxième stage dans une start-up qui s'appelle Level Up, qui fait du paiement mobile pour les restaurants, et là aussi dans la division marketing plutôt technique. Donc quand je suis rentré en France, j'ai été embauché chez Quant en tant que project manager sur la partie Quant Junior, donc qui développait un moteur de recherche pour les enfants. Et donc tout ça avant de repartir à l'étranger et de m'orienter vers le design. Donc en fait, je me suis rendu compte à travers mes expériences et surtout à travers les collègues designers que je côtoyais, que j'avais envie de développer mes compétences techniques. Et c'est pour ça que j'ai intégré Strat du coup il y a 2 ans, que j'ai intégré en cours de route, dans la section du coup interaction. Donc, et je me suis ensuite spécialisé en immersive, du coup qui est encadré par Vincent ici même. Et en ce moment, je suis en cours de recrutement chez Arfang 3D, donc qui est une boîte qui développe des outils de 3D en temps réel pour les industriels. Et j'ai appris hier que le CTO d'Arfang était parmi nous, donc enchanté. Donc voilà, pour prendre depuis le début, donc le point de départ de mon projet, c'était le mémoire que vous avez lu, qui s'appelle Dystopie, un manque de perspective. Donc dans ce mémoire, je traite la question suivante. Donc les univers dystopiques mettent-ils en péril la rhétorique du futur ? Cette question, je la pose dans le contexte où les dystopies ont connu un retour à la mode assez fulgurant dernièrement, et c'est un phénomène qui m'a pas mal interpellé. Du coup, j'ai décidé de traiter des sujets suivants dans mon mémoire, notamment le premier qui est l'influence de la science-fiction sur notre perception du futur, et justement comment expliquer ce retour à la mode des dystopies, et notamment du cyberpunk, qui est quand même une vision qui date des années 80 et qui est toujours autant d'actualité aujourd'hui. Et donc quand j'ai traité ces sujets-là dans mon mémoire, je me suis rendu compte que la science-fiction en fait, était un outil hyper puissant pour nous aider à construire les imaginaires du futur, donc à construire un futur plutôt prometteur, mais que d'un autre côté, les dystopies, à cause de l'accumulation des messages pessimistes qu'elles nous renvoient, pourraient nous accommoder à un futur qui serait plutôt négatif. Les sujets que j'ai gardés pour ma question de designer, les grands enseignements en fait, sont que en fait, la réalité, donc ils sont plutôt conjoncturels, que la réalité a assourdi la fiction. Clairement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a plutôt l'impression de vivre dans un film de science-fiction, ou en tout cas les scénarios de films de science-fiction ne sont pas tout à fait étrangers, et où en fait on est en train de subir plutôt notre présent que d'anticiper le futur. Donc cette situation-là, c'est la situation dans laquelle se trouvent les anti-héros du cyberpunk notamment, qui sont dans un monde qui est complètement sans espoir, et ils parviennent quand même à s'en sortir justement par le biais et la voie de la débrouille. Et donc c'était cette intention-là en fait que j'ai repris pour ma question de designer, donc qui est la suivante. Comment en tant que designer puis-je faire de l'expérimentation un outil d'appropriation de son présent ? Donc qu'est-ce que je veux dire par ça ? Donc pour commencer, l'expérimentation plutôt que la démonstration donc, de la littérature plutôt classique. Je ne vais pas me contenter d'exposer une vision de quelqu'un, mais je veux inviter l'utilisateur à se construire sa propre vision et de devenir acteur de son propre scénario. Appropriation de son présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, comme je l'ai précisé juste avant, on est surtout dans une démarche de prise de contrôle en fait, et de prise de liberté, pour éviter justement de subir les événements qui nous entourent et reprendre un peu de contrôle sur ce qui se passe. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on doit se réapproprier notre présent. Donc là, je vais vous rappeler une petite notion que j'ai abordée dans mon mémoire. Donc à gauche, il y a la frise de la temporalité dite classique, donc qui est une progression linéaire du temps avec une séparation assez claire entre les temporalités, donc passé, présent, futur. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce modèle-là, on est plus dans ce qu'on appelle la temporalité, où en fait, c'est une situation de flou temporel, où les temporalités se confondent,
Donc le futur se rapproche du présent parce que, comme on l'a vu, les films de science-fiction pourraient s'adapter aujourd'hui à notre contexte actuel. Et en même temps, on a du mal à délaisser le passé, vu qu'il est toujours disponible sur Internet constamment. Ce qui fait que le présent s'est beaucoup élargi et on a du mal à naviguer entre toutes ces temporalités. L'exemple de la temporalité le plus facile à comprendre, je pense, c'est une recherche Google, où on va faire une recherche sur le XVe siècle, par exemple. On va tomber sur des résultats qui datent d'il y a 2 jours, avec des commentaires qui datent d'il y a quelques heures, qui référencent des articles qui datent d'il y a quelques années. Et donc c'est vraiment un amalgame de temporalité dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et c'est encore plus le cas avec la situation du Covid, où on a du mal à prévoir, à anticiper ne serait-ce que le très court terme. Donc pour l'illustrer, voici une frise d'une journée plutôt classique, donc en dehors du Covid, qu'on connaissait tous avant. Donc on se prépare pour aller au travail, prenant le métro, etc. Ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'il y a une séparation assez claire en fait, entre les activités. Chaque activité a son propre créneau, et il y a des périodes de transition entre les activités qui sont soit parce qu'on va prendre un café, soit par une période de trajet, et qui démarquent en fait notre journée assez clairement. Aujourd'hui, on est plutôt dans ce modèle-là, donc au strict minimum, une journée en télétravail, où on va enchaîner les meetings sur Zoom, se lever plus tard, sans horaire fixe, donc la journée en fait se décale plus loin dans la journée. Et quand on essaye de rajouter nos activités d'avant, donc le divertissement, le repos, etc., on voit que ça chamboule tout. En fait, soit elles viennent se superposer, soit prendre la place des activités professionnelles. Et donc, on peut voir voilà, qu'elles se superposent. Et ce n'est pas tellement une situation agréable, en fait, où on peut comparer l'avant et l'après. La deuxième routine que je vous ai montrée, elle est plutôt chaotique. Et en fait, on patauge dedans et on n'a plus trop de repères. Donc, ça, c'était pour la séparation temporelle, mais c'est aussi le cas pour la séparation spatiale. Donc, les lieux qu'on fréquentait avant, on ne les fréquente plus. On a tout chez nous, ou en tout cas, on fait tout depuis notre bureau ou notre chambre. La cible qui est le plus affectée par cette situation, c'est en premier lieu les étudiants fantômes, dont on a beaucoup entendu parler dernièrement, mais que en fait, j'ai renommé les étudiants zombies, quand on y pense, c'est plutôt approprié, je pense. Et d'un autre côté, les jeunes professionnels, qui en fait sont ces 2 cibles qui sont le plus enclins à subir les impacts de cette situation-là, puisqu'ils habitent dans des environnements plutôt restreints, donc des studios où il manque plutôt d'espace. Ça, je l'ai observé du coup dans mes recherches et mes interviews. Le verbatim qui est revenu le plus souvent, c'est « je fais tout à mon bureau aujourd'hui ». Et entre autres, j'ai l'impression d'avoir travaillé dans le vide, j'ai besoin de repères, on essaye de suivre la cadence. Donc vraiment une situation pas agréable pour cette cible et plutôt dans la détresse. Et c'est aussi ce que montrent plusieurs études qui ont été faites cette année, donc qui illustrent vraiment les problèmes, les pain points qu'ont cette cible. Donc le premier, c'est la santé mentale qui en a pris un coup. Donc là, selon une étude qui a été faite par OpinionWay, on voit que presque 60% des télétravailleurs à temps complet sont en détresse psychologique. Et on a vu aussi une hausse des demandes de suivi psychologique chez les étudiants qui était assez incroyable dernièrement. Le deuxième point, c'est la difficulté de déconnecter. Donc là aussi, c'est encore assez d'actualité avec le Parlement européen qui est en train de réviser le droit à la déconnexion. Et dans leur rapport, justement, ils disent que presque 30% des Européens estiment avoir empiété sur leur temps libre pour satisfaire les exigences du travail. Donc c'est pas rien quand même. Et enfin, le dernier point, le mode de vie sédentaire, donc, où les utilisateurs manquent d'interaction. Tout se fait au même endroit, de la même manière, c'est-à-dire derrière un écran, clavier et souris. Donc pas idéal. Cette situation, elle n'est pas nouvelle. Mais aujourd'hui, on est un peu dans la situation extrême où en fait ces problèmes sont à leur paroxysme. Mais le Covid n'a fait que révéler ces problèmes qui étaient un peu dormants, qui existaient déjà avant. Et on peut estimer qu'avec la popularisation du télétravail,
qui arrange bien en fait économiquement les entreprises et les décisionnaires, ces problèmes ne vont pas disparaître tout de suite. Et si on ne fait rien, ils vont encore être là à 5 ou 10 ans. Donc c'est pour ça que je me base plutôt dans un contexte prospectif pour mon projet. Donc c'est aussi important de prendre en compte le manque d'espace qu'il y aura à l'avenir. Donc avec les villes verticales, beaucoup plus de monde seront dans des environnements plutôt restreints. Et aussi de prendre en compte les évolutions technologiques qui vont venir changer les usages. Et donc voilà, c'est plutôt dans ce contexte-là que je me base. Pour faire ça, pour régler ces problèmes, je me suis fixé quelques objectifs. Donc le premier, c'est de retrouver des interactions qui sont optimisées pour chaque activité, donc en évitant le clavier et la souris. Ensuite, de retrouver en fait, les conditions pour être actif en retrouvant une segmentation dans notre routine et avoir une routine qui soit plus dynamique. Et enfin, de rapproprier son environnement par le biais de l'expérimentation. Donc ça, c'est vraiment le clou de mon sujet et de ma question de designer. Donc ça, je me base dans un cahier des charges un peu complexe avec une grosse contrainte qui est celle de l'espace. Donc je ne veux pas que ça soit l'environnement qui en fait dicte aux activités ce qu'elles doivent faire, mais plutôt que ça soit le contraire, que ce soit l'activité que ça soit l'environnement qui s'adapte à l'activité. Mais tout ça dans un espace réduit, et donc donner l'impression de changement, de changer d'environnement dans un espace réduit, c'est plutôt compliqué. Donc pour faire ça, les hypothèses que j'ai tirées de mes recherches, il y en a deux. La première, c'est celle de la segmentation, comme je l'ai abordé juste avant. Donc d'avoir une segmentation claire entre les activités pourrait être bénéfique. Et le deuxième, que cette segmentation justement pourrait passer par un niveau de modularité que je demande de l'utilisateur, où il s'implique dans la transformation de son environnement. Donc ces hypothèses sont à valider, et pour les évaluer justement, j'ai créé un test en VR, donc plutôt de recherche, où en fait, donc j'ai eu pour objectif de tout d'abord valider ces hypothèses-là, mais aussi de déterminer quel niveau de modularité convenait pour mon sujet. Et donc j'ai mis 8 participants dans un environnement d'appartement, donc un studio d'étudiants, pendant 30 à 45 minutes, où je leur ai demandé en fait de disposer leur espace en fonction des activités. Donc je leur ai laissé 5 minutes au début pour s'approprier un peu l'expérience, les contrôles en VR, etc. Ensuite, je leur ai demandé de disposer leur espace à l'aide de blocs de couleurs qui pouvaient redimensionner et changer la couleur en fonction justement de la tâche qu'ils voulaient y assigner. Et une fois qu'ils ont disposé leur environnement de travail, je leur demandais si jamais ils ne voulaient pas changer quoi que ce soit pour plutôt être dans une disposition de divertissement ou sociale. Et donc les résultats que j'ai tirés de cette expérience sont les suivants. Donc j'ai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Je change la couleur, je redimensionne. Ah, c'est bien comme ça. Oh, ok. On se rend mieux compte quand même. J'aime bien réfléchir à comment est-ce que je mets mes enceintes. J'aurais ma fenêtre à gauche, clavier, tatati tatata. Peut-être que je pourrais avoir un système de lumière en dessous là. Ici en fait je viendrais foutre tout mon bordel de boulot. Quand j'ai des amis qui viennent, je balance tout sur le bureau d'à côté. Et même quand c'est pas un bureau, ça peut me servir à plein d'autres choses. Pour s'asseoir par exemple pour lire ou quelque chose comme ça. Parce que moi j'adore faire ça, dans ma chambre, j'ai dû changer à peu près 17 fois de disposition de chambre en 10 ans. Donc je change plus d'une fois par an, entièrement. Ouais, parce que j'aime bien changer d'environnement, j'aime pas être tout dans le même endroit. Ah ouais, je reste pas là où je bossais. Ouais, sinon je deviens fou et j'arrive plus à faire la limite entre les deux. Moi j'aime pas avoir des écrans quand je mange, enfin surtout avec des amis. Hop. Trop d'écrans, tue les écrans. On tout ce qu'il y a là, et de l'emmener jusqu'à la fenêtre là-bas, j'aurais bien fait ça. Mais tu vois, si j'appuyais sur un bouton et pouf, ça changeait, moi je ferais tomber ces murs et je me mettrais en fait dans une forêt, tu vois. En fait, moi j'aime bien quand il y a une ambiance. Tu vois, par exemple, je suis le genre de personne qui aime bien y travailler dans un Starbucks, tu vois. Donc voilà pour les retours. Donc j'ai eu une masse d'informations qui était assez considérable.
qui ressemble à ça. Donc, le niveau analyse, donc c'est pas très digeste pour vous. Donc je vais vous faire des zooms en fait sur les éléments qui m'ont été le plus utiles pour construire mon diplôme. Le premier, c'est justement traitant de la segmentation. Donc dans la plupart des cas, les utilisateurs, qui ont fait le test, ont en fait changé leur disposition de travail pour s'adapter à d'autres dispositions, donc de divertissement social ou de repos par exemple. Donc comme on peut le voir ici avec une délimitation claire entre les espaces, ou à droite des espaces plutôt all-in-one qui conviendraient à toutes les activités mais qui préfèrent déplacer dans l'appartement en fonction de leur état, leur mood, etc. Le deuxième zoom, c'est justement aussi sur la segmentation. Mon intuition en allant dans ce test, c'est que les gens en fait, voulaient cacher les distractions quand ils travaillaient. Mais en fait, c'est plutôt le contraire. Les gens préfèrent cacher le travail quand ils se divertissent. Et donc, c'est ce que j'ai vu ici avec les gens qui en fait, mettaient des grandes séparations pour cacher leur bureau, leur ordinateur, etc. Et donc ça, c'est revenu en fait, assez souvent, donc, dans 3 des 8 cas, sous plusieurs formes aussi dans les autres cas. Mais ce qui confirme en fait ma première hypothèse donc, du besoin de segmentation entre les activités. Et le deuxième cas donc, qui était le niveau de modularité, j'ai décidé de le placer donc, à l'issue de ces tests, pas dans ce que j'avais prévu à l'origine, en fait, d'avoir quelque chose de complètement modulaire qui pourrait s'adapter à tout le monde, mais les utilisateurs en fait, m'ont fait des retours comme quoi ils voulaient quand même un certain niveau d'automatisation. Le problème avec le full modulaire, c'est qu'une fois qu'on a disposé les choses dans la manière où on le veut, souvent ça reste là et on n'y touche plus. Du coup, là, ce que je veux garder, c'est cette intention justement dans le départ de modularité et qu'il y ait un système qui prenne la suite, qui automatise justement ces changements. Donc voilà, c'est l'itération que j'ai faite. Avant, j'étais plutôt dans l'espace entièrement modulaire, et maintenant, dans le concept que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis plus dans un système de add-ons qui viennent en fait s'agrémenter à un environnement qui existe déjà, donc du mobilier, etc. Et donc, je vais vous présenter Flip. Donc Flip, c'est un service qui permet de segmenter sa routine. Donc, c'est composé d'un ensemble de blocs. Donc, ces blocs, c'est des blocs d'affichage en fait. Et un outil qui permet en fait de créer des ambiances. Donc qu'est-ce que j'appelle des ambiances? C'est donc une combinaison d'éclairage et d'affichage sur mes blocs qu'on configure de la manière suivante. Donc sur la tranche, on assigne une couleur à l'éclairage d'ambiance et sur l'affichage principal, qui est dédié plutôt à des fonctions classiques donc de vidéo, d'affichage d'images, d'outils d'organisation, calendrier, etc. Donc, en effet, ça ressemblerait plutôt à ça. Donc, en fait, l'utilisateur vient placer sur les panneaux d'accroche muraux qui sont aimantés ces blocs-là pour configurer des espaces, donc des ambiances, qui sont en fait censés s'adapter et codifier une activité spécifique. Donc là, comme on peut le voir, l'ambiance bleue représente le travail. Là-bas, il est en train de faire du yoga, c'est une ambiance plutôt dynamique. Et enfin, une ambiance de repos avec un autre code couleur qui a changé. Voilà. Donc en fait, on peut configurer ces ambiances, mais on n'en reste pas là. L'outil permet aussi de donner une logique au bloc. Donc cette logique-là, elle permet de passer d'une ambiance à une autre, donc de faire une transition entre une première activité et une deuxième, et donc avec ce que j'appelle une séquence. Donc cette séquence, l'utilisateur pourra la programmer, et je vous montrerai plus tard plus en détail. Donc on sait très bien que la transition entre deux activités, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas brusque. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer en une seconde, d'arrêter de faire ses emails et se mettre tout de suite à faire autre chose. Il faut une période en fait de transition, donc de trajet en fait, comme le métro quand on rentre du travail pour revenir chez nous. Cette transition-là, je l'ai découpée en 3 grandes étapes. La première, c'est l'indication, donc qui est censée
donner un signal comme quoi l'activité principale s'arrête, s'estompe, pour laisser place à l'activité numéro 2. Donc là, c'est quand on rentre dans l'ambiance de transition. La deuxième catégorie, c'est le rappel. Donc en plein milieu de l'ambiance de transition, là, un petit code pour signifier qu'on est censé arrêter la première activité et passer justement à la suite de la séquence pour qu'enfin l'utilisateur confirme et soit prêt à enchaîner sur l'activité numéro 2. Donc dans mon outil, ça ressemble à ça, donc les mêmes 3 étapes. La première, c'est le trigger, donc c'est l'élément déclencheur de la séquence, donc qui vient indiquer le début de la fin de la première ambiance ou activité. La deuxième, c'est la condition, donc qui s'assure en fait des éléments requis pour débloquer la suite de la séquence. Donc c'est un peu un fail-safe en fait si l'utilisateur n'est pas prêt pour enchaîner tout de suite. Et enfin, une étape d'action, où là, je demande à l'utilisateur de faire quelque chose, et ce qui va encore plus renforcer l'idée que la première activité est terminée et qu'il doit passer à la suite. Donc, le trigger, ça peut être l'heure, une action, une multitude d'actions, vraiment une liste non exhaustive de paramètres en fait, que l'utilisateur peut intégrer. La condition, elle est là justement pour vérifier l'état de quelque chose avant de passer à l'étape d'après. Et l'action dans cet exemple-là, c'est un petit mouvement pour faire bouger l'utilisateur. Et donc, par exemple, de disposer des blocs d'une autre manière et enchaîner sur l'ambiance d'après. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour passer du travail au divertissement, à 18h, commence la transition. Ensuite, vérifie que mon ordinateur est bien éteint pour passer à l'étape d'après. Et une fois que j'ai assemblé les 3 blocs dans la disposition prévue, je peux enfin débloquer la suite de l'ambiance, l'éclairage change, etc. Cette liste, donc il y en a, l'utilisateur peut la paramétrer. Il y a énormément de triggers de conditions et d'actions que l'utilisateur en fait peut créer, donc avec beaucoup de combinaisons différentes, donc qui pourraient s'adapter à vraiment chaque tâche, chaque activité, chaque environnement. Donc voilà, pour ça, j'ai 3 niveaux d'expérimentation. Donc le niveau de base, ça s'adapte en fait au plus grand nombre des utilisateurs qui veulent quelque chose qui marche directement, donc un peu à modèle Apple. Le deuxième, c'est pour les gens qui sont un peu plus avertis, qui veulent un peu personnaliser leur expérience. Et le troisième, pour les experts, donc les gens qui veulent vraiment mettre la main à la pâte, leur donner la possibilité. Donc la première option, ça se ferait sous forme de template et de séquences prédéfinies, donc que l'utilisateur pourrait en fait assigner en drag and drop au bloc. Donc comme il peut le voir, il y aurait une liste de séquences qui seraient déjà préconçues par Flip. Et il voit le détail des 3 étapes